Où les touristes français cherchent en vain le café Pouchkine. Eh ben non, il n'y a pas de café Pouchkine à Moscou. Le café Pouchkine est à Paris, place de la Madeleine. Franco-russe pour lancer une véritable chaîne de café Pouchkine. A commencer par Moscou, à 2 pas du restaurant Turando, puis à Paris, place de la Madeleine, et dans les Émirats arabes. Vous n'êtes pas très pour les cafés, je crois. Non, pour le café, non, parce que c'est à fin publicitaire. J'aime pas qu'on emploie le nom de Pouchkine, qui est un nom célèbre et respecté, pour faire la publicité. Hein, parce que, bon, le café Pouchkine, déjà, il n'a rien de Pouchkine. Il n'y a même pas un portrait de Pouchkine. Donc c'est vraiment pour attirer le nom, c'est pour attirer le public. Et ça, je n'aime pas. Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подсудимого поручика... Mais il y a plus grave, que les Russes ont du mal à pardonner à la France et à l'Alsace en particulier. C'est que leur plus grand poète national, Alexandre Pouchkine, a été abattu lors d'un duel avec le baron Georges Dantès de Soultz, un duel dont nous allons vous raconter l'histoire, mais partons tout d'abord pour Saint-Pétersbourg, la cité impériale, où va se nouer la genèse de ce drame. Situé dans le nord-est de la Russie, sur le delta de la Neva, au fin fond du golfe de Finlande, Saint-Pétersbourg s'enorgueillit à juste titre d'avoir été la capitale de l'Empire russe de 1712 jusqu'à la révolution bolchevique. Ses canaux et ses rivières, bordées de canaux magnifiques, lui ont valu le surnom de Venise du Nord. Visité chaque année par quelques 3 millions de touristes, Saint-Pétersbourg compte pas moins d'une centaine de musées, dont le plus célèbre est le musée de l'Ermitage, et 4000 monuments protégés. Le cavalier de bronze, statue équestre monumentale de Pierre Ier, réalisé par un sculpteur français, constitue un des symboles de la ville, qui a inspiré un poème célèbre de Pouchkine. Oui, je t'aime, cité, création de pierre. J'aime les dômes en or où l'oiseau fait son nid. L'oiseau, le coucou en l'occurrence, le séduisant Dantès, a fait son nid à la cour du tsar, où il s'enticha de l'épouse de Pouchkine, la belle Natalia. Nous sommes au bord de la Moïka, l'appartement de Pouchkine se trouve à proximité. C'est là qu'il y a eu en 1824 une inondation séculaire, l'eau est montée jusque-là. Une inondation que Pouchkine a décrite dans son poème « Le cavalier de bronze ». Quel assaut! Les vagues irritées comme des voleurs escaladent les fenêtres, les barques en dérive enfoncent les vitres de leurs proues. Et la cité de pierre, tel un triton, resta plongée sous l'eau jusqu'à la ceinture. Mon traîneau bondit et plonge, les grelots résonnent clairs. Que de leurre, que de songe, dans la plainte qui se perd. Va toujours, cocher, barine, choses vont de mal en pis. La bourrasque m'enfarine, mes 2 yeux et mes esprits. Et c'est dans le parc de ce palais luxueux, résidence d'été de la famille impériale, à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg, que le jeune Pouchkine aurait composé son premier poème alors qu'il était l'élève du lycée impérial de Tsarskoye-Selo qui jouxte le château. Fondé par le tsar Alexandre Ier, ce lycée était un établissement destiné à l'éducation de la jeunesse aristocratique russe. Le lycée disposait d'un internat luxueux où chaque élève avait sa chambre à l'étage supérieur, dans un environnement à nul autre pareil. Et c'est dans ce cadre enchanteur, dans cet océan de verdure qui entoure le lycée, que selon le mot du poète, la muse était venue le visiter. Ni lumière, ni demeure, en aveugle nous errons. C'est le diable qui nous leurre, qui nous fait tourner en rond. Le vois-tu danser sur place? Maintenant, me crache dessus,
Le vois-tu donner la chasse au cheval qui n'en peut plus? Il y a une adresse un peu privilégiée à Saint-Pétersbourg, réservée aux seuls initiés, le café littéraire que fréquentait Pouchkine dès son plus jeune âge. Les clients de notre établissement viennent pour retrouver l'atmosphère de l'époque et les anciennes recettes que nous avons revisitées. Pouchkine habitait tout à côté, au numéro 12 du quai de la Moïka. Il venait en quelque sorte en voisin pour les pâtisseries dont il raffolait et que l'on y servait, mais aussi pour des repas d'affaires avec l'éditeur Smendir, dont la maison d'édition se trouve à proximité. Avec lui, il s'entretenait de ses projets littéraires. Notre restaurant propose une carte qui fait une large place au plat préféré de Pouchkine et qu'il a évoqué ou mentionné dans sa correspondance et ses œuvres. Parmi les plats préférés de Pouchkine, qui aimait la bonne chair, il y a bien sûr le fameux foie gras que l'on connaissait déjà à l'époque et qui figure toujours sur notre carte aujourd'hui, même si on le prépare de façon un petit peu différente. Alexandre Kagan, le pianiste du café littéraire, vous accompagnera tout au long de votre repas, dans ce lieu magique que l'on savoure autant avec ses yeux et ses oreilles qu'avec son palais curieux de saveurs anciennes. Au moment de la rénovation du café, on a essayé dans la mesure du possible de respecter l'esprit de l'époque dont nous avons gardé le décor le plus fidèle possible. Pouchkine aimait la musique, il avait d'ailleurs un piano à queue chez lui dans son appartement et son épouse Natalia en jouait régulièrement. Pouchkine aimait bien sûr la musique classique comme tout le monde à l'époque, mais aussi une certaine prédilection pour la musique tzigane dont il appréciait le caractère plus festif. Merci beaucoup. Merci. Voilà la fameuse tartine strasbourgeoise dont parle Pouchkine dans Eugène Onegin. En fait, c'est du foie gras poêlé qui était l'un de ses plats préférés. Nous quittons à regret le café littéraire de Saint-Pétersbourg et son pianiste Alexandre Kagan pour des nourritures moins terrestres à Moscou, où se trouve le musée national consacré tout entier à Pouchkine. Sans doute le plus bel hommage que la Russie pouvait rendre à son poète. Notre musée, c'est le musée littéraire. Le musée principal pour le thème de Pouchkine. L'exposition de notre musée, les collections, est consacrée à la vie et l'œuvre de Pouchkine. Dans notre musée, on peut voir les manuscrits de Pouchkine, les publications des premières œuvres de Pouchkine, les portraits originaux de Pouchkine et ses contemporains. Au détour de chaque pièce de ce musée, la visite guidée de Natalia vous plongera dans l'ambiance des maisons de maître de l'époque impériale. Des intérieurs de toute splendeur que les jeunes moscovites découvrent avec curiosité, en même temps que la vie quotidienne de Pouchkine. Anne, en Russie, j'ai l'impression qu'on nourrit les enfants dès le plus jeune âge au lait de Pouchkine. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que chez nous, c'est obligatoire un peu d'aimer la Pouchkine de l'enfance. Les petits-enfants russes ont bien de la chance, loin des Disneyland ou autres parcs d'attractions américanisés. Ici, les contes de Pouchkine valent largement ceux de Perrault ou des frères Grimm. Nous quittons à regret Moscou et son musée national où il fait bon, le temps d'une visite, de retomber en enfance.
À Paris, au théâtre Gérard Philippe, le TGP, nous avons rendez-vous avec celui qui a traduit Pouchkine en français. Alors on est au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis ici, où on joue dans une mise en scène de Jean Bellorini, Onegin. On joue ma traduction de Jeanne Onegin. C'est un spectacle absolument incroyable. On ne joue pas les personnages, mais le texte est juste dit. Et c'est grandiose. Gérard Philippe aurait pu jouer Pouchkine? Ah mais Pouchkine aurait pu jouer Gérard Philippe. Le Gérard Philippe de l'époque, c'était plutôt Georges Dantès qui jouait au dandy, véritable coqueluche de ces dames de la cour, éblouies par le physique de jeune premier de notre Franzouz. À partir d'un certain moment, Pouchkine s'est retrouvé dans une situation d'impasse totale. Pouchkine, dans le rôle du mari trompé, n'en pouvait plus de devenir la risée du tout Saint-Pétersbourg, qui se moquait ouvertement de lui. Il me semble que Pouchkine, utilisant cet imbécile de Dantès, qui était le seul à Pétersbourg, en tant qu'étranger, à ne pas savoir qui était Pouchkine, et simplement le mari de madame. Dantès, c'est un phénomène très intéressant. Il a utilisé Dantès. Pouchkine a toujours été un joueur. Il a joué avec sa vie plusieurs fois dans sa vie. Ouais. Et je pense que le duel avec Dantès était un jeu. Un jeu tragique qui jeta dans le désespoir son épouse Natalia, orpheline avec ses enfants du poète qui, après 2 jours d'agonie et de souffrance inouïe, prendra l'âme au petit matin, ce petit matin d'hiver qu'il avait évoqué dans l'un de ses poèmes. Et c'est son fidèle serviteur Nikita qui annoncera la funeste nouvelle au peuple de Saint-Pétersbourg, venu veiller le poète à l'agonie. Pouchkine a écrit 10 ans à l'avance son duel et sa mort. Dans Eugène Onegin, on l'a textuellement, mot à mot, et on a le lieu et tout. Et une cartomancienne aussi, il avait... Qui lui disant, méfie-toi, tu auras un jour un homme blanc qui sera face à toi et il t'apportera la mort. Vous en voulez à Dantès d'avoir tué Pouchkine? Honnêtement, c'était un duel d'hommes, un duel d'honneur, et dans un duel comme ça, il y a toujours un mort. Écoutez, oui, j'en veux au Dantès de l'époque, bien sûr, parce que tout ça s'est arrivé, tout ce drame est arrivé parce qu'il tournait et flirtait avec Nathalie. Évidemment, Pouchkine, ça ne lui plaît pas, ça ne plaît à aucun homme qu'on tourne autour de son épouse. Écoutez, vous savez, Pouchkine, c'était même d'origine africaine. Ce qu'on a tout de même tout gardé, moi également, on a un sang chaud. Alors quand on est blessé, qu'on est froissé, on s'énerve. Et il a peut-être fait ça inconsciemment. Il a dit, parce que bon, on lui a envoyé une lettre assez honteuse. Hein. On lui a envoyé une lettre qu'on le nommait chevalier des ordres du cocu. C'est tout de même pas tellement agréable de recevoir ça. Et je pense que c'est une réaction à chaud. Il s'est fâché, il en a eu marre. Et voilà, il a provoqué le duel. Moi, il y a quelqu'un à qui j'en veux beaucoup plus, et non pas à Dantès. C'est au tsar. Un homme extraordinaire. Voilà un régime ultra-policier où le duel est interdit. Il y a 2 personnages ultra connus sur la place publique et moi, on va faire un duel. Le tsar ne sait rien. C'est anormal. Et s'il le sait et qu'il le laisse faire, il y a intérêt. Et il avait tout de même un intérêt manifeste pour Madame Pouchkine. Tout le monde le savait. C'est comme ça se passe dans tous les régimes, même aujourd'hui, quand on veut étouffer une affaire, on l'étouffe. Hein. Et c'est une affaire d'État. Alexander Sergueïevitch Pouchkine. Matin d'hiver, soleil et gel en temps splendide, charmant ami, l'œil clos, languide. Toi tu sommeilles ou tu dors, bien vite, un trou ta paupière, et face à l'aurore polaire apparaît l'étoile du Nord. Ce qui veut dire en français? C'est un poème qui parle du matin d'hiver, où le poète s'adresse à une femme
qu'il admire par sa beauté et l'appelle à sortir de son lit, à sortir voir la beauté de la nature dehors et faire ainsi une promenade pour découvrir la beauté de l'hiver en Russie. Pouchkine avait une très belle femme. Oui, ça, c'était considérée comme la plus belle femme de Russie. Mais elle n'était pas très intelligente. Je ne la connais pas, peut-être sans doute. Sinon, elle n'aurait pas succombé au charme de Dantès, non? Je ne sais pas si je connais pas l'histoire exacte, mais je ne sais pas si elle a succombé à son charme. Mais Pouchkine, devant Dantès, a voulu montrer, agit pour son honneur. Mais c'est un petit peu dommage quand même qu'il ait été tué en duel. C'est une grande perte pour la Russie, c'est vrai, mais c'est le destin qu'il a choisi. Vous lui en voulez? À Dantès? Oui. Personnellement, c'est très dommage que Pouchkine soit mort à cet âge si jeune, car il aurait pu encore réaliser de grands projets, de grandes œuvres littéraires. Et pour Dantès, bien sûr, on ne va pas l'aimer, mais chacun avait ses raisons. Valérie, vous êtes géorgien, proche de la Russie, donc on a tous quelque chose en nous de Tennessee en Europe, mais peut-être que chez vous, on a tous quelque chose en nous de Pouchkine. Oui, bien sûr. Parlant de Pouchkine, j'avais remarqué que cet auteur m'est connu depuis mon enfance. Vu que le placement géographique de mon pays est très proche de la Russie, cette culture qu'il a mis dans ses œuvres, Pouchkine, il est dans moi aussi, et notamment je l'apprends en France. Pouchkine, comme beaucoup des enfants bourgeois russes, parlait depuis l'enfance parfaitement la langue française. C'est voilà, même mieux que la langue russe. C'est un auteur absolument génial. Je trouve que c'est lui qui a fait avancer, qui a fait évaluer la langue littéraire de la Russie. Et c'est l'homme du siècle, c'est un grand génie et certainement beaucoup qui ont lu vont être d'accord avec moi. Vos camarades français le connaissent? Mes camarades français, pas tous, mais ceux qui s'intéressent à la littérature du 19e siècle, à la littérature de l'international, ils connaissent certainement. J'en connais beaucoup, oui. Et le fait que c'est un Alsacien qui a mis fin à sa carrière? C'est bien sûr dommage de perdre un grand poète très jeune, mais après c'était un conflit entre les deux, donc c'est compréhensible. Chacun a défendu son honneur, donc moi je trouve pas, voilà, j'ai pas d'émotion pour cet acte-là, pour Dantès. Barbara, vous êtes ukrainienne. Comment vous avez rencontré Pouchkine? C'est bien grâce à ma grand-mère qui m'a enseigné depuis mon enfance qu'il faut que je lise beaucoup de littérature et surtout Pouchkine. Les contes, j'imagine, quand vous étiez petite. Pas seulement les contes, aussi des poèmes et surtout Eugène Onegin qui m'a dit à 9 ans, il faut que tu le lis, il faut que tu le relis. Et c'est ce que j'ai fait et j'avais cette passion qui est née dans mon âme depuis tout petit. Qu'est-ce que vous lui trouvez à Pouchkine? J'aime beaucoup le langage de Pouchkine parce que c'est surtout lui qui a fondé la littérature russe à partir du 19e siècle. Et j'aime beaucoup ses valeurs, j'aime beaucoup cette dimension humaine qu'il utilise, dimension de la liberté. Et surtout des poèmes lyriques qu'il a consacrés, surtout dans les lettres de Eugène Onegin, de Tatiana Eugène Onegin. Ça, c'est passionnant. Évidemment que j'ai adoré cette dimension de lyrique, de l'amour, de liberté, de tout. Et le fait qu'il ait été tué par un Alsacien, vous êtes en Alsace, ça vous fait de la peine? Pas du tout. Pas du tout, je ne fais pas attention des origines des gens qui tuent des gens, des personnes célèbres. La plus triste, c'est le fait de savoir qu'il a été tué à très jeune âge et qu'il n'a pas réalisé tous ces projets qu'il a voulu réaliser dans sa vie. Et vous en voulez pas à celui qui l'a tué? Non, pas du tout. J'ai pas d'aide dans mon cœur pour cette personne.
En paraphrasant la chanson de Johnny, on pourrait dire on a tous quelque chose en nous de Pouchkine. Oui, tout à fait. Pouchkine, il incarne non seulement la culture russe, mais aussi l'âme russe. Tous les Russes sont nés avec Pouchkine. Depuis notre enfance, on entend la voix de Pouchkine à travers les contes d'abord, parce que dans toutes les familles, il y a des livres de jeunesse. On commence à feuilleter ces livres avec des illustrations et ensuite on commence à lire tout doucement les poèmes, ensuite des nouvelles, des récits et des romans. Ce qu'on ne pourra jamais traduire, c'est la place de Pouchkine, celui des anecdotes, celui de « qui est-ce que va payer pour vous ?» C'est Pouchkine qui vous dira le serveur au restaurant si vous partez sans payer. Puisqu'en Russie, Pouchkine est à la fois personne et tout le monde. C'est ici, dans ce magnifique parc, que se dresse le château du baron Ekeren dont Georges Dantès a hérité, où il vécut en bon père de famille, avec sa femme Catherine, ses enfants. Il fut maire de Soultz, député, sénateur, jusqu'à ce que la révolution de 1870 ne le renvoie dans son château de Soultz, où il chercha sans doute à exorciser les souvenirs de sa période à Saint-Pétersbourg qui le hantaient dans ses rêves. Cette histoire malheureuse ne serait-elle en définitive qu'un simple marivaudage qui aurait mal tourné, ou bien un stratagème machiavélique dont Dantès aurait été le bras armé pour se débarrasser d'un rival qui aurait pu ébranler l'Empire? Lorsque j'erre songeur au-delà du faubourg, au cimetière urbain je passe faire un tour. Les grilles des enclos, colonnettes et dalles qui abritent les morts de notre capitale, pourrissant l'un sur l'autre au milieu des marais. Les monuments sans art ont l'espace qu'il faut. Aucun voleur la nuit ne trouble leur repos. Le laboureur, passant, salue d'une prière. Sous leur mousse jaunie ces tombes séculaires. Et c'est ici, dans le cimetière de Soultz, au pied du Grand Ballon, que le baron Georges Ekeren Dantès est enterré, avec sa femme, qui était la sœur de Natalia, morte jeune à l'âge de 34 ans, et toute sa grande famille, tous ses descendants. Il y a au moins une vingtaine de tombes qui rappellent la mémoire de la famille Dantès. Ce rayon de soleil sera toujours plus fort que la peine et que le deuil, que l'ombre de la mort. Ta présence, elle est là, chaque instant, chaque moment. Ce que tu as laissé survivra tous les temps. A kleiner Sonnenschein ist euch sich mal mehr wert, als ein Licht wie uns verblendet, wenn alles dunkel wird. Der kleine Sonnenschein, der blieb ein Leben lang, was tief im Herzen rührt, ist blieb und geht nicht fort, was tief im Herzen rührt, ist blieb und geht nicht fort.